Alors, je vais inviter notre prochaine conférencière, Mme Carole Thibault, que j'ai croisée ce matin, qui doit être là. Alors, Carole, avance-toi. Donc, Mme Thibault, elle est directrice des affaires publiques et scientifiques chez Danone Canada depuis 2009. Elle a une formation de l'École de technologie supérieure en gestion et assurance de la qualité. Elle a également une formation en administration à l'UQAM et elle a à son actif plusieurs cours en gouvernance de la société du Collège des administrateurs de société. Elle a consacré la majorité de sa carrière dans le domaine des affaires réglementaires. Elle a été active notamment au sein du groupe Export agroalimentaire avant de se joindre à Danone. Alors, sans plus tarder, Carole va venir nous témoigner de la réalité commerciale pour une entreprise qui est une grande multinationale, mais qui, au Canada, n'est pas dans les 3 grands, mais quand même une entreprise de taille majeure. Alors, comment cette réalité-là se vit? Carole va nous en parler. Alors, merci Alain pour la belle introduction et merci à vous tous de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on fait chez Danone Canada. Donc, ça va me faire plaisir de partager avec vous la façon qu'on voit les défis qui attendent l'industrie du yogourt pour les prochaines années. Donc, au cours des prochaines minutes, moi, ce que je propose de faire, comme vous savez, Danone est un groupe mondial, mais on a aussi une très forte présence au Canada. Donc, je vais vous parler un peu de tout ce que Danone fait dans le monde, ce qu'on a fait au Canada dans le passé, et aussi comment on entrevoit l'innovation dans un contexte peut-être un petit peu plus global et comment ça peut se traduire pour le futur de l'industrie. Alors, le petit clic, voici. Voilà. Alors, avant de me lancer, j'aimerais vous proposer une petite vidéo, une courte vidéo pour vous présenter Danone au Canada. Donc, comme une image vaut 1000 mots, j'aimerais bien vous présenter ceci. Si on peut partir la vidéo, merci. Alors voilà, ça vous donne un aperçu de Danone au Canada. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la mission de Danone est d'apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentation. C'est une mission que nous partageons avec le groupe mondial, mais qu'on applique aussi de façon locale dans chacun des pays, et dont au Canada. Donc, c'est ça qui est présent dans la philosophie de Danone, c'est ça qui a donné, évidemment, la fondation de Danone depuis que la compagnie existe. Alors, juste pour retourner un peu en arrière et vous présenter d'où on vient, notre histoire va bientôt être centenaire. Alors, Danone a été créé et fondé en 1919 par Isaac Carasso, qui avait reconnu le potentiel du yogourt pour soigner les jeunes enfants qui avaient des problèmes de digestion.
Alors, Isaac Carasso, qui vit à Barcelone, a constaté qu'il y avait plusieurs enfants espagnols qui avaient des problèmes d'infection aux intestins. Et lui a décidé de commercialiser un produit qui avait été fort populaire dans les Balkans et qui avait un impact positif sur la santé digestive, donc le yogourt. Alors, M. Carasso va par la suite décider de commercialiser et de mettre en place un procédé de fabrication et le produit va être distribué à ce moment-là dans les pharmacies. Alors, Danone a été créé de la volonté d'un homme de vouloir innover pour amener la santé. Et c'est sûr que par la suite, là, de pays en pays, puis d'expansion en expansion, on voit le résultat aujourd'hui jusqu'à l'implantation de Danone au Québec en 1993. Alors, au Canada, l'histoire de Danone, c'est aussi l'histoire de Jude de Lille. Alors, tout le monde se rappelle de ces produits, de ces yogourts de Lille avec la petite fleur emblématique qu'on retrouvait sur chacun des pots et qui a été quand même très appréciée de toutes les familles québécoises. Dans le fond, Jude de Lille, c'est un peu comme le Isaac Carasso de Danone, puisque M. de Lille avait une forte envie de développer son entreprise qu'il a fondée en 1930 et qui a fait évoluer tout au long de sa vie. Alors, à ce moment-là, en 1951, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise dont l'usine était à Montréal produisait environ 4000 pots de yogourt par année. C'était quand même une production importante pour cette époque-là, mais M. de Lille, voulant amener ça à un autre niveau, bâtit l'usine à Boucherville en 1968 et finalement, la production a passé là, complètement à un niveau supérieur. Puis l'entreprise a continué évidemment de croître jusqu'en 1993 où elle s'est jointe au groupe Danone. Alors, même si ça fait officiellement 25 ans que Danone est implanté au Québec et au Canada, ça fait en fait, on a une histoire beaucoup plus longue que ça, là, puisqu'on est dans la même usine qui a été construite au tout début par M. de Lille. Et donc, on va fêter les 50 ans de l'usine de Boucherville cette année, puis c'est avec beaucoup de fierté qu'on va le faire. Aujourd'hui, Danone, c'est ici au premier rang des compagnies ou des produits d'alimentation au pays, plus particulièrement dans le yogourt, évidemment, où on est les premiers, on a la première place au niveau canadien. Alors, Activia, par exemple, c'est le yogourt que tout le monde connaît, c'est le chef de file du yogourt canadien. Donc, c'est le yogourt le plus vendu au Canada et c'est ce yogourt-là est le plus vendu, en fait, dans le monde entier. Pour ce qui est de Oikos, notre yogourt grec, c'est le yogourt grec le plus vendu au Canada. Alors, on est très fiers de notre portfolio de produits laitiers et particulièrement du fait que la majorité de notre portfolio de produits laitiers, c'est des produits axés sur la santé et donc ça nous amène à vivre notre mission qui est d'apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentation. Évidemment que ceci, c'est possible juste parce qu'on a des partenaires sur lesquels on peut miser, des partenaires de choix, à commencer par vous, les producteurs laitiers. Alors, de la collecte du lait jusqu'à la transformation à notre usine, puis le transport qui est assuré par Robert Transport et la distribution chez tous les détaillants où on peut retrouver nos produits. Toute cette chaîne-là est vouée à vouloir répondre aux besoins des consommateurs et à vouloir les satisfaire. Donc, au fil des années, on a fait un alignement stratégique, puis aujourd'hui, on est fiers d'avoir la confiance des consommateurs et on compte bien continuer à développer cette relation-là avec eux. Si on regarde au Canada, Danone a une forte présence au Canada grâce, entre autres, au fait que notre usine est située au Québec, là où se passe le cœur de l'industrie laitière. Et donc, notre usine de fabrication ainsi que notre siège social principal est situé à Boucherville, au Québec. Alors, plus concrètement, Danone, si on regarde, c'est plus de 500 employés au Canada. C'est un siège social, comme je viens de le mentionner, à Boucherville et aussi à Mississauga. Et puis, c'est une usine de fabrication qui fabrique et qui livre à travers tout le pays. Donc,
from coast to coast, comme on dirait, que vous soyez à Vancouver ou à Halifax, le yogourt que vous consommez est en fait un yogourt qui a été produit à Boucherville. Alors, notre usine, c'est bien sûr au cœur de la présence de Danone au Canada. On a plus de 9 lignes de production et on produit plus de 300 000 pots de yogourt à l'heure. Et c'est notre siège social québécois. Et comme je vous le mentionnais, il s'agit de l'usine qui a été construite par Jude Delisle au début des années 68 et dans laquelle on a fait énormément d'investissements. Alors, on a investi pour la moderniser, pour la rendre au goût du jour et pour être en mesure de fournir la production qui était toujours grandissante. Dans les investissements qu'on a faits, il y en a qui ont été substantiels au niveau technologique. Je pense à Danactive, à l'arrivée de Danactive, qui a nécessité une technologie qui n'existait pas au Canada. Et donc, ça a été des coûts importants pour Danone pour améliorer son usine et pour pouvoir fabriquer ce produit-là. La même chose a été vraie lorsqu'on a voulu augmenter notre production de yogourt grec. Donc, on a fait des investissements substantiels pour y arriver. Alors, on a toujours investi pour augmenter au niveau de la qualité et au niveau de la quantité de produits qui peuvent être faits chez Danone. Mais pour suivre la croissance de la consommation, les investissements ont été faits à plusieurs niveaux et sur toute la chaîne. Donc, ce n'est pas toujours nécessairement juste des investissements au niveau des lignes de production, mais on peut penser, par exemple, que pour supporter la croissance vertigineuse de Activia sur le marché, bien, c'est au niveau du marketing et c'est au niveau de nos forces de vente qu'il a fallu faire plusieurs investissements pour être en mesure de supporter la croissance de cette marque-là. D'un autre côté, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, dans le cas de Danactive, qui demandait une technologie particulière qui n'existait pas au Canada, bien, à ce moment-là, c'est au niveau de l'usine. Mais à tous les moments, on a toujours investi dans notre usine en ayant à cœur aussi la qualité. Donc, chacune de nos avancées a nécessité aussi des investissements pour s'assurer que la qualité des produits ne serait jamais compromise. Pour Danone, la qualité, c'est un élément excessivement important. Au niveau de notre groupe mondial, les exigences de qualité sont extrêmement élevées et il y a des demandes qui sont non négociables pour chacune des usines à travers le monde, aussi bien pour les usines que pour tous leurs fournisseurs. Alors, Danone a des normes de qualité qui sont au-delà des normes gouvernementales et la sécurité de ces produits est non négociable. Donc, il aurait été impensable pour Danone, par exemple, d'avoir une croissance au niveau de sa production et au niveau de sa distribution sans être en mesure d'assurer la qualité de chacun des produits afin que, et comme le disait M. Dubois là, dans la présentation juste avant moi, que dans chaque pot, on retrouve tout le temps le même produit et que le consommateur soit toujours assuré quant à la qualité du produit qu'il allait recevoir et à la sécurité alimentaire de ses produits. Alors, c'est pourquoi l'usine de Boucherville, dans laquelle on a investi énormément d'argent pour assurer la qualité, est un maillon super important pour notre présence et pour notre évolution au Canada. Donc, la qualité des produits passe nécessairement, comme je le mentionnais, par une usine de qualité, mais aussi par un désir de toujours innover. L'innovation, on l'a mentionné aussi précédemment, semble être un mot à la mode. C'est une tendance actuellement sur le marché. On entend plusieurs références à l'innovation dans toutes sortes de contextes. Par contre, chez Danone, l'innovation, ça fait partie de notre ADN. Comme je vous le mentionnais un petit peu plus tôt, Isaac Carasso a quand même fondé la compagnie basée sur un désir d'innover et un désir d'amener la santé. Alors, Danone a toujours travaillé avec à l'esprit l'idée de vouloir innover et de vouloir faire croître la catégorie et faire croître le marché avec toujours une mission d'amener la santé aux Canadiens et à la population en général. Alors, on n'a pas le choix, il faut avoir une approche qui est orientée vers le consommateur pour répondre à ses besoins. Aujourd'hui, le comportement de nos consommateurs sont guidés par plusieurs tendances qui sont très fortes. Vous en avez sûrement entendu parler hier, je n'étais pas présente à la présentation, mais les tendances des marchés peuvent être différentes, mais on a quand même toujours certains points en commun.
Dans les prochaines slides, vous allez voir, j'ai repris certaines données de la présentation de M. Bertrand Montel, une présentation qui a été du groupe AGECO, présentation qui a été faite au congrès du CILQ en octobre dernier. Donc, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être certaines de ces slides, mais les données sont pertinentes, alors je voulais les partager avec vous. Ici, on voit à l'écran les tendances en nombre de produits lancés, donc les grandes tendances de l'heure et comment ça s'est traduit en lancement de produits. Alors, il faut être à l'écoute de ça. Et si on regarde les principales tendances qui ont été lancées en 2016-2017, les deux top tendances sont en lien avec la naturalité, avec l'aspect environnemental des produits. Alors, c'est les tendances de l'heure que l'on a pu remarquer qui se sont traduits par des lancements de produits. Donc, il ne faut pas perdre de temps parce qu'on voit que la balle est déjà lancée. Dans les autres tendances que l'on voit qui sont très importantes, bien, il y a toujours les produits allégés en matière grasse, les produits sans gluten, mais c'est un petit peu plus loin derrière. Alors ici, c'est des données françaises, comme je le mentionnais, mais on se reconnaît très bien à l'intérieur de ces données-là. Maintenant, vous pouvez vous imaginer que pour un groupe comme Danone, qui a une présence internationale, on doit s'attarder aussi aux tendances des consommateurs dans les différents marchés qui ne sont pas tous au même endroit en termes de leur habitude de consommation et de leur évolution. Alors, ici, par exemple, si on regarde en Chine, c'est le lait UHT qui est dans les top tendances. Alors, bien, c'est bien normal parce qu'en Chine, l'arrivée des réfrigérateurs est quand même relativement récent. Les modèles qui sont disponibles, c'est des petits modèles. Donc, c'est tout à fait normal de voir que le marché chinois va avoir un penchant pour le lait et les produits laitiers qui sont stables à température pièce. Dans ces marchés-là aussi, le yogourt est dans les top tendances parce que ces marchés-là ne sont pas encore développés et n'ont pas atteint la même maturité que le marché canadien ou le marché européen, par exemple. Alors, si on regarde en Union européenne, le biologique fait partie des top tendances et c'est de moins en moins un marché niche. Alors, ça fait partie de la réalité de ce marché-là. Si on regarde au Canada, c'est sûr que le biologique est aussi important. Par contre, ce qui est vraiment qui se démarque le plus, ce sont la tendance des Canadiens à vouloir des produits à saveur naturelle, des produits sans, donc sans ajout de conservateurs, sans ajout de colorants, sans sucre. Ensuite, c'est suivi de très près par la traçabilité et la transparence de la chaîne, la durabilité et la personnalisation des produits. Alors ça, c'est des tendances qui sont importantes au Canada et certaines, on les retrouve aussi aux États-Unis. Mais pour chacun des marchés, Danone regarde pour ses consommateurs cibles quelles sont les tendances qui sont les plus importantes, comme je le mentionnais, dans chacun des pays. Alors, ce n'est pas simple pour notre groupe parce qu'on doit innover et on doit voir au développement des produits avec à l'esprit et en tenant compte de besoins qui sont très, très, très diversifiés selon la clientèle à qui on s'adresse dans le monde. Si on regarde sur le marché canadien, on voit que Danone, pas Danone, mais le Canada se positionne quand même pas si loin que ça par rapport aux pays européens en termes de consommation de yogourt par habitant. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon potentiel de croissance qui est encore présent au Canada. La raison est simple, c'est qu'on peut voir que les habitudes des consommateurs canadiens, même si on ressemble beaucoup aux Européens, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais par contre, on peut voir qu'il y a quand même une place pour aller chercher encore énormément de parts de marché. On peut voir, par contre, ce qui a été fait depuis pas si longtemps que ça, en fait, depuis quelques années derrière. Si on regarde au début des années 2000 et qu'on voit le progrès qu'on a fait, on va se rendre compte qu'au début des années 2000, la consommation par capita au Canada était en dessous de 4 kilos par habitant.
Alors maintenant, on est rendu à 11. Donc, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Puis ça, c'est beaucoup de travail qui a été fait. Et Danone a contribué grandement à l'augmentation de cette consommation-là au Canada. Alors, on peut penser à différents éléments qui ont, je peux peut-être vous faire un rapide coup de clin d'œil aux différents éléments qui ont contribué à augmenter la consommation de moins que 4 à au-dessus de 11. Si on regarde au début des années 2000, par exemple, les produits étaient offerts seulement en tube et en pots individuels. Alors, en 2000, autour des années 2000, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle les multipacks, donc les emballages par 4, par 6, par 8. Et ça, c'était absent des tablettes jusqu'à présent et ça a quand même amené une bonne croissance au niveau de la consommation chez les Canadiens. Donc, c'est une innovation qui a été ce qu'on appelle incrémentale, donc qui a ajouté des consommateurs à la catégorie du yogourt. Dans les années 2000, Danone a aussi lancé plusieurs nouveaux produits pour stimuler la catégorie. Un des produits, entre autres, qui a été bien apprécié, c'est la crème, qui a trouvé preneur rapidement dans les foyers canadiens. Ensuite, on peut penser aussi qu'il y a d'autres éléments ou d'autres actions que Danone a fait qui ont augmenté la consommation des consommateurs, pas seulement en termes d'innovation de produits comme tels, mais en termes de vision. Si on se rapporte au début des années 2000, les produits de Danone et par avant les produits de Lille n'étaient pas distribués dans l'Ouest canadien. Donc, de Lille avait une forte croissance au Québec et dans l'Est du pays, un peu en Ontario, un peu dans les Maritimes, mais était absent des tablettes dans l'Ouest canadien. Donc, il y avait à peine 1% de distribution qui était faite dans l'Ouest canadien. Danone avait une vision d'être un joueur national et donc s'est donné comme mission d'ouvrir l'Ouest canadien. Alors, on est passé rapidement de 1% de distribution dans l'Ouest canadien à 30% et même davantage. Donc, ça a eu un effet un grand effet sur l'augmentation de la consommation de yogourt au Canada. Un des éléments, c'est entre autres les bannières Safeway qui sont très présentes dans l'Ouest canadien. Jusqu'à ce moment-là, ils ne distribuaient pas de produits qui n'étaient pas leur marque privée. Alors, ce changement-là a amené une grande ouverture et a permis vraiment d'avoir une présence partout dans l'Ouest. Et finalement, on ne peut pas oublier non plus la mise en marché de Activia qui a littéralement démocratisé la catégorie du yogourt. Jusqu'à ce moment-là, les yogourts qui étaient offerts sur le marché, c'était des yogourts avec des caractéristiques un peu plus européennes, donc plus acides et une texture peut-être un petit peu plus liquide. Danone, avec son Activia, a amené un yogourt qui était beaucoup plus doux, plus onctueux et qui plaisait davantage au goût des Canadiens. Alors, ce lancement-là a vraiment amené la consommation du yogourt à un autre niveau et a contribué grandement, comme je le mentionnais, à la démocratisation de la catégorie. Les consommateurs étaient heureux de trouver un produit qui plaisait à leur palais et en plus qui avait un bénéfice pour la santé avec les probiotiques qui étaient offerts dans Activia. Donc, on voit que c'est possible d'augmenter la consommation par capita par différentes actions, mais quand on regarde ce tableau, on voit qu'il y a quand même encore énormément d'espace pour faire encore de la croissance. Et on pourrait se dire que rapidement, si on augmentait la consommation actuelle qui est autour de 11 % à une consommation d'autour de 16 %, bien, c'est un gain de 45 % qu'on irait chercher. Alors, la catégorie offre du potentiel, il y a de l'espoir. Comme je le mentionnais, la consommation par capita aujourd'hui, elle est autour de 11 kilos autour de 11 kilos par Canadien. Et ça, c'est équivalent environ à 2 tasses par semaine ou 2 cuillères à soupe par jour, si vous préférez. Si on augmentait cette consommation-là à 3 tasses par semaine, par exemple, on aurait un gain de 45 %. Comme je vous disais, c'est pas banal. Et sachant qu'un tiers seulement des Canadiens consomment leur portion de produits laitiers par jour, bien, il y a vraiment un potentiel réel qui est présent pour la croissance. Pourtant, force est de constater que la consommation s'est stabilisée au cours des dernières années. Même, elle a parfois descendu un peu.
Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que l'industrie n'a pas été en mesure d'offrir des innovations qui ont répondu aux réels besoins des consommateurs et suffisamment importantes pour changer leur comportement alimentaire et augmenter leurs besoins en yogourt. Or, l'histoire récente de Danone nous démontre que quand on a une bonne innovation, qu'elle est bien exécutée, avec une bonne mise en marché, ça a un impact important. Alors, on pourrait se demander quels ont été les empêchements de reproduire ces résultats-là dans les dernières années. Quand on augmente la consommation par capita, évidemment, on augmente nos ventes, mais on augmente aussi nos besoins en lait, ce qui fait le bonheur de toute la filière. Mais comme le mentionnait aussi un peu plus tôt M. Dubois, innover, il faut bien y réfléchir parce que c'est coûteux. Et ce n'est pas nécessairement toujours simple. Donc, rattaché à l'innovation, il y a évidemment les frais liés directement à développer un nouveau produit. Alors, il faut supporter cette recherche-là et développer un produit qui va être pertinent pour le consommateur. Parfois, tout dépendant de l'innovation qu'on veut mettre sur le marché, il va y avoir des coûts aussi rattachés à l'amélioration ou des modifications des équipements qui vont être nécessaires dans l'usine. Il y a les frais qui sont aussi nécessaires pour supporter l'innovation au niveau de la mise en marché et au niveau de la mise en marché et au niveau des ventes. Alors, c'est tous des éléments qu'il faut tenir en compte et qui viennent s'ajouter là, quand on veut mettre un produit sur le marché. Aussi, si vous avez remarqué, quand vous allez à l'épicerie, le comptoir réfrigéré n'est pas si grand. Donc, l'espace qu'on a pour amener une nouvelle innovation, c'est restreint. Généralement, la façon que ça fonctionne, c'est quand on ajoute un produit dans le comptoir réfrigéré, on en sort un autre. Alors, d'où l'importance de bien réfléchir et de bien penser à l'innovation pour s'assurer qu'elle va avoir un effet de croissance et non cannibaliser les marchés les produits déjà existants. Alors, au niveau global, Danone a des centres de recherche et la science et la recherche est très important et donc on a des centres de recherche à l'international. Donc, pour demeurer à l'avant-garde, on est toujours en train de travailler à développer des nouvelles façons de fabriquer et de présenter nos produits qui seront pertinents pour le consommateur. Alors ici, on voit qu'on a le Vitapôle à Palaiseau, en France, qui regroupe les principales ressources de recherche pour Danone. Alors, il y a le centre de recherche à Palaiseau et 6 centres de recherche à travers l'Europe, mais aussi 55 branches locales, dont une au Canada, pour assurer la recherche et le développement des produits pour les adapter au marché, à chacun des marchés comme le Canada, par exemple. Alors, on a aussi plusieurs publications scientifiques, au-delà de 400, pour supporter la science derrière nos produits. Donc, Danone est implanté dans 120 pays et a plus de 200 usines à travers le monde et doit s'assurer que tous ces marchés-là sont comblés et qu'on est en mesure d'avoir de la recherche qui soit adaptée à chacun de nos pays. Alors, il y a une espèce d'intelligence collective qui existe au sein de notre groupe et qui se partage de pays en pays. Donc, nos équipes de recherche et développement sont en mesure de bénéficier de ce que les compagnies sœurs font ailleurs dans le monde et vice-versa. Donc, chez Danone, on a jamais cessé, vous voyez, avec toutes ces ressources en recherche-là, on n'a jamais cessé de bousculer les modèles pour l'innovation. C'est à la base du lien qu'on entretient avec le consommateur pour s'assurer de répondre à ses goûts qui sont toujours émergents. Pour y arriver, on doit travailler fort et donc nos équipes locales travaillent toujours de concert avec nos équipes internationales pour s'assurer d'avoir des produits qui sont pertinents pour le consommateur. Mais on essaie de ne pas le faire n'importe comment
Et d'ailleurs, en avril dernier, on est devenu la plus grande entreprise orientée vers leurs consommateurs à avoir la certification B Corp. C'était une nouvelle étape pour Danone dans notre cheminement. Et ce que ça veut dire d'avoir une certification B Corp, bien, entre autres critères, ça veut dire qu'on s'engage à surveiller et à déclarer nos émissions de gaz à effet de serre, de surveiller la consommation d'eau, d'énergie, l'utilisation des déchets, ainsi que des mesures économiques pour l'ensemble de nos activités. Alors, on est convaincu que tous ces critères vont ouvrir la voie à des innovations performantes pour l'entreprise. Au Canada, on doit quand même prendre en compte le contexte particulier dans lequel on travaille et on navigue. Par exemple, on doit être à l'affût des conditions qui dictent l'environnement d'affaires. Les décisions des gouvernements ont un impact aussi sur la façon qu'on va faire les affaires et comment on va orienter nos innovations. Par exemple, il suffit de penser au nouveau guide alimentaire canadien qui va sortir sous peu et qui va sûrement influencer les attentes des consommateurs. Les consommateurs locaux ont des goûts distincts aussi. Et de plus en plus, l'environnement est changeant. On a des groupes multiculturels. Alors, on doit en tenir compte et les besoins des consommateurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux des consommateurs d'hier nécessairement. Par exemple, les consommateurs recherchent la naturalité, la transparence et l'aspect environnemental d'un produit. On doit donc offrir des produits avec à la fois moins de sucre, mais aussi avec des aliments, des ingrédients naturels et simples. Le consommateur veut avoir une liste d'ingrédients qu'il comprend et qui est capable de lire facilement. Et c'est ce qui a motivé, entre autres, le lancement de notre produit Activia Pure. Alors, notre démarche d'innovation va toujours être liée aux demandes des consommateurs. C'est la seule façon de se rendre pertinent pour les consommateurs de demain. Les consommateurs, notamment les milléniaux et la génération Z qui suit, veulent des produits plus alignés avec leurs valeurs et veulent pouvoir prendre des décisions éclairées quand ils achètent des produits. C'est pour cette raison que Danone, en tant que transformateur, travaille avec les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour combler les nouvelles exigences. Nous croyons aussi que l'innovation ne se limite pas aux produits qu'il faut tenir compte de ses origines. Et c'est un élément qui est au cœur des préoccupations des consommateurs. Donc, c'est aussi pour ça que chez Danone, nous croyons qu'il faut travailler ensemble, toute la filière réunie. Alors, on va continuer d'investir dans la traçabilité, mais toute la filière doit aussi le faire. Un bon investissement réalisé qui répond aux besoins des consommateurs peut avoir un effet boule de neige sur toute la chaîne des valeurs. D'ailleurs, au congrès du CILQ, M. Montel disait que sur le marché intérieur, pour résister aux pressions concurrentielles des groupes laitiers externes, il faut innover, mais il faut aussi trouver des partenaires pour créer des alliances. Alors, c'est exactement la pensée qu'on a chez Danone. Pour Danone, c'est clair qu'on veut former des alliances solides avec tous les partenaires. Pour aller plus loin dans l'augmentation de la consommation et la croissance de la catégorie, il faut aller plus loin dans l'offre des nouveaux produits. Nous constatons que les innovations des dernières années n'ont malheureusement pas été en mesure d'augmenter la consommation des Canadiens. Donc, en écoutant les Canadiens, on constate qu'il y aura un passage obligatoire où nous devrons offrir de la transparence et plus d'informations sur la source des ingrédients et la traçabilité des produits. Les consommateurs recherchent une expérience globale. Et pour eux, le meilleur produit est souvent celui qui adresse non seulement des préoccupations au niveau de la nutrition et du budget, mais aussi au niveau de la naturalité, de la transparence et de l'agriculture durable. Donc, c'est en travaillant ensemble que nous arriverons à répondre à ces besoins des consommateurs. En travaillant ensemble, la chaîne va devenir beaucoup plus fiable. La pression d'innover ne provient pas que des consommateurs, mais l'environnement d'affaires est aussi beaucoup d'importance. Le marché canadien des produits laitiers est un marché très mature, mais il y a encore un potentiel. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que c'est un environnement qui est très, très concurrentiel et le consommateur a l'embarras du choix de différents produits si on regarde les offres en épicerie. Alors, c'est quelque chose à tenir en compte. De plus, on travaille dans un environnement très réglementé, comme en fait mention M. Dubois juste avant moi.
Je ne passerai pas à travers ces différentes réglementations-là, mais simplement pour vous montrer à quel point les changements réglementaires ont une influence sur nos activités au quotidien. Alors, depuis 2015, il y a toutes ces réglementations-là qui touchent soit la salubrité, soit l'étiquetage, soit la formulation, soit la publicité, qui sont en train d'être finalisées ou qui ont été finalisées et qui vont être mises en place dans les prochaines années. Alors, c'est des éléments auxquels on doit s'attarder aussi dans notre conduite des affaires. Une des orientations importantes des dernières années, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la stratégie santé de Santé Canada, avec la révision du guide alimentaire canadien, entre autres. Donc, on peut prévoir que dans ce nouveau guide-là, on va faire la promotion de produits qui sont moins transformés, qui ne contiennent pas de gras saturés, qui contiennent moins de sucre, moins de sodium. Alors, c'est sans doute ce qu'on va voir dans les prochains mois arriver, là, qui sera lancé par le gouvernement canadien. Aussi des nouvelles réglementations sur l'étiquetage ou devant d'emballage, le fameux front of pack, où on va vouloir faire la mise en évidence de produits qui contiennent des quantités élevées de ces éléments nutritifs-là. Ceci a évidemment une influence sur la façon qu'on va développer nos produits, mais aussi sur la pensée du consommateur. Puis on pourrait discuter longuement de ces réglementations-là, mais ce qu'il faut en retenir surtout, c'est que malheureusement, bien que les objectifs de ces réglementations-là soient d'amener la santé aux Canadiens, qui est un objectif qu'on partage chez Danone, il ne faut pas se le cacher, malheureusement, ça va avoir des conséquences inattendues et qui risquent de toucher de façon très significative les produits laitiers. Alors, non seulement on doit en tenir compte dans le développement de nos produits, mais ceci va venir influencer les exigences des Canadiens qui ont à l'esprit ces éléments-là. Ils vont vouloir réduire la quantité de sucre, de sel et le degré de transformation des produits qu'ils vont rechercher en tablette. Alors, il y a aussi énormément de réglementations provinciales. J'en ferai pas état puisque M. Dubois, avant moi, les a très bien expliquées. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre sujet qui préoccupe notre groupe et qui fait partie de l'innovation selon nous. Ça fait longtemps que Danone a compris qu'on était un maillon d'une chaîne beaucoup plus importante que nous. Alors, comme dit le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, c'est pour ça que Danone s'engage partout sur la planète en faveur de l'agriculture régénératrice. On s'engage à développer et à promouvoir un modèle durable d'agriculture qui vise à protéger les sols, qui vise à protéger, à valoriser les agriculteurs et aussi à avoir au bien-être animal. C'est impossible d'y arriver sans la traçabilité qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité des produits tout en informant les consommateurs adéquatement. Et le consommateur veut être informé. C'est important pour le consommateur, mais c'est aussi important parce que ça fait partie de nos valeurs chez Danone. Notre vision de une planète, une santé reflète notre croyance profonde selon laquelle la santé des individus est indissociable de celle de la planète. C'est aussi un appel aux consommateurs et aux acteurs du secteur à prendre part à la révolution alimentaire. Un mouvement qui vise à favoriser des habitudes de consommation plus saines et plus durables. Chaque fois que nous mangeons et buvons, nous pouvons voter pour le monde dans lequel nous vivons. Notre volonté est donc de se concentrer davantage sur l'agriculture régénératrice afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de répondre à la demande de naturalité et de transparence des consommateurs. Le consommateur, aujourd'hui, quand il fait un achat, il le fait avec en tête pas seulement les caractéristiques du produit qu'il recherche, mais aussi avec une attention particulière à l'impact de son achat sur la planète. Je vais me permettre ici de citer Antoine Riboud lors de son discours de Marseille, simplement pour voir que ce discours-là qui a été fait en 1972 reflète encore les valeurs d'aujourd'hui. Antoine Riboud a dit « Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête et n'oublions pas que si les ressources d'énergie de la Terre ont des limites, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. »
Alors, pour conclure, j'aimerais vous dire que Danone est toujours engagé à jouer son rôle pour maximiser les bénéfices pour toute la filière canadienne du lait, notamment au Québec où Danone est implanté depuis 25 ans. Nous voulons demeurer un partenaire de choix à long terme, mais aussi déployer tout notre savoir-faire de classe mondiale pour promouvoir les bienfaits du lait auprès des prochaines générations. Danone est toujours engagé à augmenter la consommation de yogourt et de produits laitiers frais au Canada, en introduisant des nouveaux produits qui sauront plaire aux Canadiens. Nous comptons le faire en attirant de nouveaux consommateurs, des consommateurs qui recherchent des produits naturels dont ils connaissent les origines, des composantes et les méthodes de fabrication, des produits qui sont générateurs de valeur pour le consommateur et pour la planète, pas nécessairement par l'introduction de nouvelles marques. Donc, en démontrant une ouverture pour travailler en collaboration avec nos partenaires pour satisfaire les besoins des consommateurs de demain et pour le futur de la catégorie et sa croissance, nous sommes engagés à travailler sur la transparence, la traçabilité et sur l'agriculture durable pour demeurer un partenaire de choix. Alors, je vous remercie. Merci, Mme Thibault. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, micro numéro 1. Bonjour, Mme Thibault, Michel Hénin de Lanaudière. Quand vous avez présenté vos produits par pays tantôt, j'ai vu qu'en première position pour les États-Unis et pour l'Europe, vous aviez les boissons sportives. Oui. Puis, je ne l'ai pas vu listé dans les produits du Canada. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, vous avez beaucoup mis l'accent sur les produits sans au Canada. Donc, on sait que produits... là, dernièrement, depuis quelques années, on voit quelques petits transformateurs qui ont lancé des yogourts, ce qui est votre créneau principal, des yogourts sans OGM, avec un réel succès, autant pour eux que pour les producteurs qui les fournissent. Ça donne une plus-value au produit, autant pour le transformateur que pour le producteur. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir un yogourt sans OGM chez Danone Canada? Alors, merci beaucoup de votre question. Pour répondre à la première question, les produits dont vous parlez, c'était les principales tendances dans les pays. Donc, ce n'est pas nécessairement des produits lancés, ce sont des produits, les tendances que l'on remarque dans chacun des pays. Donc, oui, aux États-Unis, les boissons sportives, la nutrition clinique sont au cœur des préoccupations. Et souvent, ces tendances-là vont aussi se retrouver au Canada, mais pas nécessairement à la même position dans l'ordre des priorités. Donc, c'est des produits qui peuvent tout aussi bien trouver une place au Canada. Pour votre deuxième question, c'est sûr qu'ici, j'ai quelques-uns de mes compétiteurs dans la salle et je ne suis pas en mesure de parler de façon très détaillée de nos projets, de nos prochaines innovations. Mais vous avez raison de dire que de plus en plus, et c'est ce qu'on voit, c'est ce que je mentionnais, les marchés, les consommateurs recherchent de plus en plus des différents types de produits, oui, avec sans OGM, sans sucre ajouté, sans additifs, etc., etc. Et on va chercher des consommateurs, des niches de consommateurs qui ont des besoins très particuliers. Donc, Danone, évidemment, suit les tendances et, comme je le mentionnais à la fin de ma présentation, toute notre volonté de vouloir développer l'agriculture durable et développer notre modèle d'affaires en tenant compte de tous ces éléments de naturalité, de traçabilité, c'est certain que ça va influencer nos innovations futures. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je prends juste ceux qui sont au micro, là. Fait que, micro numéro 4. Sylvain Bouc, Chaudière-Appalaches-Sud. Regardez, dans votre présentation, c'était super le fun de voir que vous pensez à un produit qui part de la ferme jusqu'à la table de qualité, respectueux de l'environnement, du bien-être animal. Et vous savez, nous, on a un programme qui s'appelle Proaction, mais aussi on a un logo Lait canadien de qualité. Puis moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce logo-là et de son utilisation? Mais merci de la question.
Alors, bien évidemment qu'on est ravis de voir qu'il y a des initiatives qui sont faites pour rassurer les Canadiens quant à la qualité des produits ou des ingrédients qui sont dans les produits qu'ils consomment à tous les jours. Donc on partage évidemment cette vue-là. On connaît bien Proaction. C'est un programme qui va s'implanter j'imagine, au fil du temps à travers chacun des piliers qui le composent. Alors voilà, oui, je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous aviez peut-être quelque chose d'un petit peu plus précis. Ma question, c'était, qu'est-ce que vous pensez de notre logo oui. et de son utilisation sur vos emballages? C'est ça. Bon, alors, l'utilisation sur les emballages, c'est sûr que quand on est en train de transformer des produits, ça peut prendre un certain temps avant d'avoir de modifier toutes nos formules et de modifier tous nos emballages pour pouvoir accueillir des nouveaux logos ou des nouvelles appellations. Il y a un défi aussi, puis ça, je vais être très franche avec vous. On travaille toujours à avoir des emballages de plus en plus petits pour réduire notre empreinte écologique. Donc, il y a énormément d'arbitrage à faire pour arriver à placer chacun des produits, chacun des éléments d'étiquetage qui sont nécessaires sur nos emballages. Mais pour répondre plus directement à votre question, qui je crois sous-entendre derrière, qui est sous-entendue et qui est probablement sous-jacente, nos produits au cours de 2019 devraient en principe être en mesure d'accueillir sur les emballages. Comme je mentionnais, c'est sûr que les cycles de changement d'emballage, c'est quand même très coûteux et ça doit se faire selon une séquence. Et on essaie aussi souvent de regrouper un ensemble de modifications en un même changement d'emballage pour des questions de praticabilité et aussi de coût. Mais vous pouvez être assuré que 100% du lait que nous utilisons est du lait canadien, 100% de la crème que nous utilisons est de la crème canadienne. On a quelques petits ingrédients encore à modifier dans certaines de nos formules. C'est déjà en cours et d'ici la fin 2019, l'ensemble de nos ingrédients laitiers vont être d'origine canadienne. Merci. Micro numéro 5. Oui, bonjour Mme Thibault. Daniel Gobeil, Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tout cas, je suis très satisfait de votre présentation. Là, c'est quand même... on est fiers de voir un transformateur qui vous êtes la porte d'entrée aux consommateurs. Puis vous avez des valeurs là, qui préoccupent beaucoup les producteurs de lait. Ma question est par rapport... On entend beaucoup de contingents tarifaires, puis on connaît les fromages, on connaît les... par rapport à l'entente là, avec l'AEUMC, que représente là, un légèrement supérieur à 4 000 tonnes, là, mais des contingents de 4 000 tonnes environ, dans votre industrie là, au Canada, c'est-tu un frein à l'investissement? Que représente ça dans votre secteur? Bien, comme vous le savez peut-être, puis comme c'est la réalité aussi pour les autres produits que le yogourt, on a bien hâte de voir comment le gouvernement va faire l'allocation des contingents tarifaires et ça va faire toute la différence. Donc, pour l'instant, c'est certain que ce n'est pas un frein. Danone ne voit pas ça comme un frein à la conduite de ses affaires au Canada. Par contre, c'est sûr qu'on on garde l'œil ouvert et on est inquiété de voir et on a hâte de voir comment ces quotas d'importation-là seront alloués dans les prochains mois. Parfait, merci. Micro numéro 3. Oui, bonjour Mme Thibault, merci de votre présentation. Moi, j'aimerais, vous avez soufflé le mot là, du guide alimentaire canadien, de l'étiquetage sur le devant des emballages. On sait qu'au guide alimentaire canadien, on est un peu menacé que les produits laitiers vont se faire, pas sortir, mais ôter de la page sur le devant. Puis vous avez mentionné que le Canadien moyen ne mange pas ses portions de produits laitiers, ce qu'il devrait manger. Moi, j'aimerais, puis vous avez parlé aussi de maillage, de concertation d'industrie pour faire pression. Est-ce que, au niveau de Danone, les pressions au niveau des gouvernements, au niveau des scientifiques, parce qu'on a des preuves scientifiques comme quoi que les produits laitiers sont excellents pour la santé, et puis ils ont oublié certains éléments
dans ces règles-là. Puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, merci de votre question. Effectivement, on a été très actifs dans toutes les consultations, tant pour le Guide alimentaire canadien que pour le Front of Pack et pour aussi la publicité dirigée aux enfants, qui cible de façon démesurée les produits laitiers. Donc, on est très sensible à ça et on a collaboré avec tout le secteur et avec notre réseau de scientifiques pour les informer et essayer, non pas d'influencer leur réponse aux consultations du gouvernement, mais pour qu'ils soient bien au fait de la réalité et de l'impact que ça pourrait avoir et des conséquences inattendues sur la santé des consommateurs. Parce que force est d'admettre que toutes les mesures qui sont mises en place sont un peu dans tous les sens. D'un côté, on dit aux consommateurs de choisir des produits qui sont moins transformés et d'un autre côté, on dit aux consommateurs de choisir des produits qui contiennent peu de gras saturés, peu de sucre et peu de sel. Ce qui fait en sorte que la réalité, c'est que la transformation va devoir enlever les gras saturés naturellement présents dans le lait, enlever le sucre naturellement présent dans le lait et donc on va arriver à des produits plus transformés. Donc, les objectifs du gouvernement, parce qu'ils ne sont peut-être pas au fait là, de tous les données qu'on a, vont amener nécessairement des conséquences là, au niveau de la transformation et au niveau de l'offre des produits qui vont être faits aux consommateurs. Alors oui, on est actif et oui, on travaille avec toute la filière, autant avec les producteurs qu'avec le réseau scientifique pour tenter de faire passer les messages du mieux qu'on peut aux autorités qui prendront les décisions par la suite. Bien, merci beaucoup, Mme Thibault. Puis on va vous remettre un présent. Puis, président, on va prendre une pause de 10 minutes. Merci. Là. Merci beaucoup.